Allez mes chers amis, Brouchim Habayim, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, on commence toujours par dire merci. Merci déjà à Kadosh Baruch Hu pour ce super chiour. La vérité, c'est du travail, mais c'est un vrai plaisir. Donc quand on arrive à allier travail, plaisir ensemble, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'Hachem peut nous faire, n'est-ce pas? Vous vous levez le matin, on sait que vous devez aller travailler. Il y en a qui vont à la mine, il y en a qui vont au boulot, il y en a qui vont être commerciaux. Et il y en a au Hachem qui ont la chance de pouvoir étudier la Torah. Alors sachez que ce n'est pas donné à tout le monde, pas uniquement parce que c'est une question de sacrifice. Il y a beaucoup de niveaux, Baruch Hashem, mais surtout parce que ça demande beaucoup de concentration. Pour pouvoir rester assis, pour pouvoir rester concentré, pour pouvoir avoir envie d'enregistrer encore et encore. Et c'est un cadeau que je dis merci vraiment Baruch Hashem à Hashem tous les jours. Également remercier le Rav Avner, évidemment, on est dans ses locaux, dans sa synagogue. Il nous accueille vraiment à bras ouverts, que je veux lui rendre 1000 fois ce qu'il nous donne. Amen. Et bien sûr, Torah Box, les patrons de la diffusion du judaïsme francophone vraiment à travers le monde, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce qu'ils font. Même moi qui travaille avec eux, je ne suis pas au courant de tout ce qu'ils font. Mais dès que j'ai un peu de temps, je regarde, c'est de la folie. Ça veut dire ils sont en train de faire un projet ici. Il y en a déjà 4 autres en parallèle qui sont également en cours. Il y en a déjà 8, 10 en préparation pour après. C'est incroyable. Et bien sûr, vous, sans vous, tout ça n'aurait pas de sens. Donc vous avez que je vous récompense pour tous vos efforts, pour chaque shiur auquel vous êtes présents, que vous écoutez, que vous publiez, et qui vous compte de brachot et qui nous compte de brachot. Amen. Amen. Alors mes amis, ce soir on va parler Bezrat Hashem Yitbarach. Je pense que j'intitulerai ce cours comme ça, en disant comment est-ce qu'on peut réussir l'éducation de nos enfants. Alors je peux vous dire que c'est pas un pari facile, n'est-ce pas? C'est pas moi le jeune qui vais vous faire la leçon à vous, les plus expérimentés. Hein, vous avez vu comment je suis fin maintenant sur les définitions, hein? Incroyable. Comme on dit, El Chacham et la Keba la Nisayon. L'homme intelligent, c'est celui qui a de l'expérience. Et c'est des erreurs qu'on apprend, grâce à Dieu. Et il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre. Je crois que c'est à vous, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit ça ces derniers temps, mais j'ai entendu récemment une interview, je suis dans le but de qui c'était. La personne disait, je crois que je ne sais plus si c'était Elon Musk ou Jeff Bezos. Vous savez c'est qui, hein? Je ne vais pas vous apprendre qui c'est. Hein? Ok. Ils ont dit que avant d'arriver là où ils en sont aujourd'hui, on les voit milliardaires, on les voit. J'ai l'impression que là, le gars, là où il met la main, il réussit. Là, ce qu'il touche, ça devient or. C'est impressionnant. Tu dis, bon, le type, il a ça dans le sang, il a toujours su le faire, etc. Mais quand tu l'entends parler, il te dit, mais depuis combien de temps on entend parler de Jeff Bezos? Allez, max 10 ans, vraiment, on entend parler de ce nom-là. Elon Musk, peut-être pareil ou un peu plus, je ne sais pas. Mais le nombre de fois où ils se sont plantés, mais en beauté avant d'y arriver, c'est si on ne te le dit pas, si on ne te le raconte pas, non seulement tu ne le croirais pas, mais tu n'arriverais même pas à l'imaginer. C'est pas possible. Avec autant de succès, c'est pas possible, il n'a pas pu se planter. Et si, il te dit, mais c'est parce que je me suis planté que j'ai réussi. C'est comme j'ai entendu sur, comment il s'appelle, sur Donald Trump. Donald Trump, avant d'avoir son ascension extraordinaire de richesse, de fortune, ce que vous voulez, il paraît qu'il y a une période dans sa vie où il était surendetté. Il a failli vraiment y rester, quoi. Et finalement, Herchéo, bon, on appelle ça grâce à Dieu, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais il a réussi à se retourner. Et il a pu s'en sortir. Donc, Ed Malasot, c'est comme ça. Et l'éducation, ça y fait pas exception. Réussir l'éducation, il y a forcément des échecs. Des échecs d'approche, des échecs de compréhension, des échecs de communication. Et ô combien c'est pas évident. Vous savez qu'un enfant, c'est pas simplement un être humain. Un enfant, comme chaque personne d'ailleurs, on parle d'éducation, c'est une neshama. Et chaque neshama, elle est très différente l'une de l'autre. Mais c'est impressionnant. Je suis sûr que vous avez déjà eu cette réflexion, mais on va l'avoir ensemble quand même. Vous regardez une famille, Dieu bénisse, avec 5, 8, 10, 15 enfants. Et Baruch Hashem, dans le meilleur des cas, avec le même papa et avec la même maman. D'accord? Il n'y a pas eu de famille recomposée, il n'y a pas eu comme à l'époque la polygamie avec 3-4 femmes. Un homme, une femme, 2 partenaires, et ils ont cette magnifique famille. Donc tu dis, bon, le code génétique c'est le même, l'éducation c'est la même, la mentalité c'est la même, les fréquentations c'est les mêmes, etc., etc. Et pourtant, tu as devant toi 15 personnes complètement différentes. Alors oui, il y a des enfants qui vont se ressembler physiquement, même des fois dans le caractère, vous voyez 2 frères, 2 sœurs qui sont plus complices, parce qu'ils s'entendent, parce qu'ils se comprennent, parce qu'ils en aiment.
mais ils sont quand même différents. Mais pire, des fois tu vois des frères et des sœurs, ma vache, mais depuis petit, ils n'ont rien à voir. Un, il est complètement introverti, et l'autre, il est complètement extraverti. Un, il est timide, l'autre, il n'est pas. Un, il est généreux, l'autre, il est bonbon, avant qu'il t'en donne un, tu peux crever la bouche ouverte. Ouais. C'est chacun son truc. Et comment ça se fait? Réponse. Je vous l'ai déjà dit, mais on le répète quand même. Comment dit le visage en hébreu? Panim. Panim, c'est le otiyot de pnim. Ce sont les mêmes lettres qui veulent dire l'intérieur, l'intériorité. De la même manière, écoutez bien ce que je vous dis, que les traits de visage sont différents chez chacun. L'intériorité de chaque personne est également différente l'une de l'autre. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous il a dessiné des traits de visage à chaque fois pour te dire, mais comment c'est que moi, par exemple, je ne ressemble pas à Peter? J'aurais été plus beau gosse à la rigueur. Comment c'est qu'on ne se ressemble pas? Pourquoi Hachem, il n'a pas fait seulement un copier-coller? On se serait moins cassé la tête. Et c'est tout, on se ressemble tous. Il dit non, parce que tu dois te rappeler constamment qu'on est tous différents. Mais à la différence, c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne doit pas réussir à s'accorder, à s'accepter. Je pense que le tour de force de la vie, le tour de force de la vie, en vérité, c'est quoi? C'est d'être capable d'accepter l'autre avec sa différence. Parce que sa différence, très souvent, elle peut venir te compléter. Elle peut apporter ce que tu n'as pas. Et vice-versa, et c'est exactement ça. Peut-être la meilleure réussite, d'ailleurs, d'un couple. On raconte une très belle histoire. Un jour, il y avait des bûcherons qui travaillaient. Et donc, ils abattaient des arbres, coupaient des branches. Et il y en a un qui faisait des tas, mais son tas, il n'était pas du tout, comment on dira, il n'est pas stable uniquement, mais De niveau. pour organiser. Allez, je garde ce mot pour finir avec ça. Organiser, c'était mal fait. Et d'un coup, on voit un côté un bûcheron, et il avait un tas, mais quoi, parfait, bien égal, voilà, je cherche le mot, symétrique. Symétrique, super, magnifique. Il dit, mais comment tu fais? Il dit, regarde la différence entre ton tas et mon tas. Chaque arbre il est différent, il a des branches à ce niveau, à ce niveau. Et toi, tu viens d'essayer de placer, presque de forcer avec chaque chose, et donc forcément, ça ne tient pas bien à un moment donné. Moi, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'orienter, de disposer les branches et les bûches en fonction de là où il va y avoir un trou quelque part, bah, ça va être la branche de l'autre qui va venir la compléter, etc., etc. Donc en fait, le manque de l'un ou le trop de l'autre, bah, ça va venir faire une super harmonie. Et les enfants, comme on a dit, c'est à peu près pareil. La question c'est, alors mes amis, si on, peut-être, je me suis lancé un peu dans un titre peut-être trop vendeur, mais comment est-ce que Béhémet, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il faut éduquer nos enfants? Pas uniquement de la meilleure manière possible, mais surtout pour en faire vraiment des hommes et des femmes. Parce que l'éducation, c'est un grand mot. On peut dire, ouais, grâce à Dieu, j'ai éduqué 7 enfants. J'ai eu 10 enfants. Mais tes enfants, ils ont quoi aujourd'hui? Alors évidemment que chaque enfant, à un moment donné, il doit prendre sa part de responsabilité sur sa propre vie. C'est sûr. Même si tu as grandi peut-être dans une maison pas équilibrée, avec beaucoup de disputes, avec beaucoup de défauts, avec beaucoup de choses qui ont pu te déranger. À un moment donné, tu dois te dire, Tom, je suis plus un gamin, je suis plus une gamine. Je me prends en main, je comprends la vie, je vois la vie aujourd'hui avec mes propres yeux à moi, et je décide aujourd'hui de réparer certaines choses. D'ailleurs, vous demanderez à, peut-être je dirais 90% des gens, si c'est pas 100% à la rigueur, mais je ne peux pas m'avancer sur 100%. Comme je l'ai dit, le 100%, il n'y a que Dieu qui peut s'avancer dessus. Et vous leur demandez, mais est-ce que tu répéterais à l'identique l'éducation que tu as reçue ou l'exemple que tu as vu chez toi? Dans 90% des cas, ils vous diront soit non, soit oui, mais pas uniquement en partie. Il y a des choses que je vais retenir, mais il y a des choses que je ne voudrais pas reproduire chez moi, ou voir chez moi en tout cas se passer. Donc le gosse, il a le droit à un moment donné de se dire, Tov, il y a des choses qui m'ont déplu, mais maintenant c'est à moi de prendre ma vie en main. Donc il y a des gens également qui ont souffert de vrais traumas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ça? Eh bien on va se soigner. Alors je sais que dans le monde français, dans lequel on vient tous, le mot, écoutez bien ce que je vous dis, thérapie, psy, ça sonne très très mal à l'oreille. Tout de suite c'est jugement, tout de suite c'est appréhension, tout de suite c'est je suis un fou et j'ai pas besoin de ça, et comment les gens ils me voient. Vous rentrez dans le monde israélien et encore plus dans le monde américain, mais c'est presque à la mode d'avoir son psy. C'est normal d'aller consulter minimum 2 fois par semaine, mais c'est normal, ça fait partie du budget mensuel des dépenses d'une personne, d'un couple, d'une maison, c'est tout à fait normal. Comme tu payes tes charges, ton eau, ta bagnole, ton crédit, c'est tout à fait normal d'aller consulter. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont compris une chose, peut-être que nous, les Français, on a encore du mal avec ça, c'est que quand tu as des problèmes,
eh ben, tu dois les régler. Un problème, c'est comme une dette. Une dette, tu la dois. Tu prends ton argent, tu vas à la banque, tu soldes ton crédit. J'ai emprunté de l'argent à un copain, tu t'es fait inviter une fois par une copine, tu te dis allez, la prochaine fois, c'est moi qui paye au resto, tu dois le faire. Un problème, un manque, c'est exactement la même chose. C'est un manque à combler. Et les gens qui se croient peut-être trop intelligents, ou trop, moi je suis au-dessus de ça, eh ben, je vous annonce une très mauvaise nouvelle. C'est que si vous ne réglez pas vos problèmes aujourd'hui, et vous croyez que vous les avez dépassés, ils vont vous rattraper à un moment donné. La différence, c'est que quand vous êtes seul, jeune, célibataire, ou des fois entre deux vies, à reconstruire, alors bon, ça ne va pas vraiment gêner sur le moment. Parce que de toute façon, ça dérange vraiment personne. Mais demain, tu reconstruis ta vie, et tu fais face à des nouveaux défis, ou bien les anciens qui reviennent tout simplement, et ben, tu te rends compte que finalement, tu n'es pas prêt. Mais là, le problème, c'est que ton problème, ton manque de travail, ton manque de maturité, ton manque de remise en question, etc., ben aujourd'hui, il va venir causer problème à beaucoup de personnes. Ta femme, tes enfants, toi-même dans ta nouvelle vie, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'occuper de soi. Alors après, je ne dis pas, il y a des gens qui ont des fois un potentiel d'introspection extraordinaire. Ils sont capables de se remettre en question, de se travailler, et ils arrivent à régler leurs problèmes tout seuls. Est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que ça court les rues? Non. Non. C'est une question de volonté. Une question de volonté, mais également surtout une question de regard honnête sur soi. Et je ne sais pas si on est toujours capable d'avoir un vrai regard, et même des fois un regard, je dirais, comment on dit, bicorti, avec une certaine critique. Est-ce qu'on est capable de se regarder vraiment de manière critique? Alors, attention, hein, on est très fort pour trouver le défaut des autres. On est aussi très fort aussi des fois, quand on fait des avérotes, on n'a pas conscience de regarder nos défauts à nous, c'est vrai. Mais alors de là, de se regarder avec un regard critique, constructeur, je suis pas sûr. Le Hétéra est très fort pour nous dire, ah, tu as vu comment tu es 1, 2, 3, 4, allez, reste en bas. Tu as vu comment il est l'autre là, 1, 2, 3, 4, écarte-toi de lui. Mais 1, 2, 3, 4, alors 5, 6 fait mieux, ça c'est compliqué. On est capable, mais pas toujours. Et c'est rare. Alors il y a des gens à l'extérieur qui sont capables de nous voir avec un autre regard, sans nos émotions, sans notre passé, etc. et qui peuvent nous aider. Je referme la parenthèse, on n'est pas ce soir en cours de psychologie. Alors pour revenir à ce qu'on disait pour les enfants, aujourd'hui comment est-ce que nous on s'appelle? Comment est-ce que quand on parle des juifs, comment est-ce qu'on se fait appeler? Le Ham Israël, ou bien les Bnei Israël. Alors ce qui est marrant, c'est que à qui on fait référence quand on parle de Israël? Yaakov Avinu, on sait qu'il s'appelait Yaakov, le malach va venir, il va lui dire tu t'appelleras plus Yaakov qu'Israël, ok? Mais avant Yaakov, on a quand même eu deux sacrés patriarches. C'est qui? Abraham et Yitzhak. Comment ça se fait qu'on ne se réfère pas à eux quand on parle de nous? Alors on dit, on est Bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais c'est à chaque fois, c'est la trilogie en même temps. Mais quand on parle d'un seul, on dit quoi? Bnei Israël. Am Israël. Donc à qui, à chaque fois, sur qui, à chaque fois on met l'accent? C'est sur Yaakov Avinu. La question c'est pourquoi est-ce que Yaakov il a été choisi pour être celui qui va, entre guillemets, porter à travers lui l'identité du Ham Israël jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, vous remarquerez quelque chose qui est très intéressant, c'est que Yaakov, c'est le seul, comme on va dire la Gemara, Chazal, etc., que mitato shlema, traduction littérale, son lit était parfait, complet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu regardes les parents et les enfants, Avraham et Yitzhak, ils ont beau être des gens incroyables, à chaque fois il y a eu un bug dans la descendance. Avraham, il a eu Yitzhak et Ishmaël, forcément, on les connaît bien, ils sont pas très loin, ils nous tapent dessus à longueur de temps. Ensuite, on a eu Yitzhak qui va avoir Yaakov et Esav, ça c'est tout le reste également, ils sont pas très sympathiques, mais bon, à la rigueur, ils sont plus hypocrites, donc ça passe mieux à la rigueur. Et ensuite, on a Yaakov, lui par contre, qu'est-ce qu'il va avoir? Les 12 tribus, Shifté K. K, Yud, He, je dis que c'est pas exprès le nom d'Hachem. Les Jvatim d'Akadosh Baruch Hu. Donc vous imaginez bien, hein, dehors c'était le cours de la semaine dernière, pour ceux qui ont eu le privilège de pouvoir y participer, malgré, je reconnais un petit peu ma part de responsabilité, le changement dû à Hanouka. Mais en tout cas, on a expliqué là-bas la semaine dernière rapidement que malgré ce qu'ils ont pu faire avec Yosef, etc., c'était des grandes sadikim. Et jusqu'à aujourd'hui, on les appelle justement les Shifteka, les tribus d'Hachem, parce que malgré ce qu'ils avaient fait, ils avaient des bonnes raisons, entre guillemets, à leur conscience de faire. Donc il faut garder ça à l'esprit. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov Avinu? C'est lui qui va réussir le pari parfait. 12 enfants,
voire plus, ceux qui disent qu'à cheval il y a eu des filles, etc., Dina, 12 tzadikim, 12 exemples pour le Ham Israël. Et je vais vous lire ce que dit le Midrash. Daber el Bene Israël. On dit à chaque fois, parle au Bene Israël. Velo ne'emar, Daber el Bene Abraham. Daber el Bene Yitzhak. Non plus. Pourquoi? Les filles, Shaya Vinu Yaakov Mefachet Kol Yamav Veomer. Parce que Yaakov Vinu, il a préparé le terrain toute sa vie. Il avait peur de quelque chose et il disait Oili, malheur à moi. Shema Tetse Mimeni Psolet. Kederer Shiatsa Me'avotai Abraham Yatsa Mimishmael, Shabbat Avodazara, Yitzhak Yatsa Mimeno, Esav. Aval Mimeni, Lotetse Psolet. Il dit Hachem, je t'en supplie, aie pitié de moi. Je ne veux pas avoir, entre guillemets, le même problème qu'ont eu mes parents avant moi. Juste avant de continuer, je rappelle pour ceux qui sont arrivés peut-être un peu tard, si je peux vous demander, s'il vous plaît, de mettre les téléphones sur silencieux et les appels de les faire à l'extérieur, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Et donc quoi? Et donc lui, il a eu le srout Béhémet de ne pas avoir de descendance un peu défectueuse. Alors sachez une chose, ça c'est un truc que j'ai appris il y a longtemps. À partir de quand vous commencez à prier pour vos enfants? Pour qu'ils soient dans la Torah, pour qu'ils trouvent leur mazal, pour qu'ils aient une bonne parnassa, pour qu'ils soient des gens irréchamaïm. À partir de quand vous priez? 13 ans. À partir, qui a dit 13 ans? À partir de 13 ans. À partir de 13 ans. Là qui vont dire, moi, ça va sûrement peut-être où il grandit, à partir du moment où il rencontre des problèmes. À la naissance. Alors, je t'apprends un scoop, c'est avant même qu'ils naissent, avant même que vos femmes soient enceintes des enfants. Sûr que vous ayez, bon évidemment à 10 ans on ne pense pas à prier pour nos enfants, mais quand tu commences à avoir un petit peu de séchel dans ta tête, et tu commences à penser mariage, enfant, famille, etc., et tu commences à comprendre le rôle que tu vas devoir jouer dans ta vie, d'éduquer, et écoutez bien ce que je vous dis, de t'occuper de Neshamot qu'Hachem il va te confier, parce que chaque enfant que vous avez, Hachem il vous a jugé responsable pour vous occuper d'une partie de lui-même. C'est fort ce que je vous dis. C'est très fort. Une Neshama, c'est une partie d'Hachem. Et quand il envoie un enfant, eh ben sachez qu'il te dit, je te fais confiance. Et juste pour la petite parenthèse, que Dieu nous protège évidemment des épreuves, c'est des fois, ça arrive qu'il y a des enfants qui naissent pas normalement, on va avoir un petit problème. Bon, ce qu'on appelle aujourd'hui la trisomie, etc. Évidemment que Dieu nous en préserve. Mais vous voyez que des familles qui en ont chez eux. Et je me rappelle quand je suis arrivé moi à la Yeshiva à Bnei Brak, je me rends compte que mon Rosh Yeshiva, il a un enfant qui est comme ça. Bon, je me dis waouh, c'est dur, c'est pas évident comme épreuve. Et avec le temps, je me rends compte qu'il en a pas un, mais deux. Alors là, je peux vous dire, j'ai une rame, je dis c'est pas possible. Il n'est pas heureux, il n'est pas épanoui, plein de préjugés. Et un jour, c'est pas moi qui ai ouvert le sujet avec lui, évidemment, mais c'est lui qui l'a ouvert avec moi, je ne sais plus dans quelle discussion. Il m'a dit, tu sais que j'ai 2 enfants qui sont trisomiques. J'ai dit oui. Il m'a dit, sache une chose, c'est que ma femme et moi on a compris qu'on a été gâtés par Hachem. Alors je le regarde, je dis, vous pouvez m'expliquer parce que moi je vois pas bien l'histoire. Alors il me dit, tu sais ce que c'est des enfants trisomiques? Ce sont des neshamot surpuissantes. Surpuissantes. Vous connaissez tous Anaël, la jeune fille, n'est-ce pas? Regarde ce qu'elle était capable de faire. C'était une jeune fille qui était trisomique, elle était capable, elle parlait pas, etc. À la fin, on la branchait à des ordinateurs. Elle était capable de révéler des choses de sa vie d'avant et sur des gens. Ok? Donc, pas tout le monde, malheureusement, est capable. Hachem ne donne pas ce pouvoir à chaque Neshama de révéler les choses. Vous savez que si Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le filtre de la Neshama de chacun d'entre nous, on serait capable de raconter tout ce qu'il y a eu depuis Maaseh Bereshit et tout ce qu'il y aura après. Pourquoi? Parce que c'est une partie d'Hachem. Hachem, il sait tout. Donc, il n'y a pas de surprise. Sauf qu'Hachem, il fait quoi? Il fait comme allez, on va appeler ça un code parental. Il dit ça, tu ne sauras pas. Ça, tu ne verras pas. Ça, tu ne pourras pas dire. Ça, tu n'auras pas accès à telle et telle donnée, etc. Donc, il dit ces Neshamot là sont des Neshamot surpuissantes. Des fois, c'est des gens qui des tzadikim. Des fois, c'est des gens qui reviennent anti-compte pour quelques petits trucs. Mais comme il n'y a rien à préparer, il n'y a pratiquement rien à préparer, on veut le protéger, on le met dans un état où il ne pourra rien faire. Vous comprenez? Moi, évidemment, c'est profond, ça. Et il me dit, ma femme et moi, on a été choisis pas une fois, 2 fois par que je me compte. Parce que peut-être qu'on a réussi avec le premier, on a eu le srout d'en avoir un deuxième. Je veux dire que je suis sorti du bureau, je ne savais plus comment regarder ni la vie, ni les enfants, ni quoi que ce soit. Alors évidemment,
Pas tout le monde est capable de ça. C'est comme une épreuve. Déjà d'avoir ce regard, de savoir les éduquer, de savoir s'en occuper. Et attention, hein, faut voir l'éducation qu'il y avait derrière. Hein. Tu voyais que le garçon, il n'était pas comme tout le monde. Et pourtant, il avait une veste, il avait un chapeau. Il allait dans des écoles, évidemment spécialisées pour cette éducation. Mais comment il était dégourdi. Le père, il ne faisait aucun cadeau. Amène-moi ça. Amène-moi tes livres. Bon, tu me diras, attends, peut-être pour quelqu'un de commun, c'est facile de repérer un livre, mais lui, peut-être il aura plus de mal. Mais lui dit, en plus, il a du mal à communiquer. Papa, lui dis, débrouille-toi. Débrouille-toi, tu me ramènes le livre. Amène-moi ça, porte la chaise, porte la table, tac. Et j'étais admiratif. Parce qu'au lieu de le rendre gaga, il lui a rendu de grands services. Il l'a rendu indépendant. Bon, peut-être à l'occasion d'en parler aussi avec le Rav, je crois que c'est Aaron Margalit, si je ne me trompe pas. C'est une personne qui est née. Non, il n'est pas né tétraplégique. Il avait la polio. J'imaginais quelqu'un qui souffre de polio. Donc la galère. Il raconte que sa mère, elle lui a fait aucun cadeau. Tu veux prendre les céréales là-bas, tu ne demandes pas ni à ton frère ni à ta sœur. Tu te débrouilles. Et lui, au début, il a dit, mais je souffrais. J'ai dit, ma mère, elle m'aime pas. Elle veut pas m'aider. Et Dieu fait mesure, j'ai compris qu'elle me rendait le plus grand service. Et il a trouvé, il a réussi à s'en sortir. C'est incroyable. Le travail qu'il a fait sur lui-même. Alors, j'ai pas bien compris si aujourd'hui, il est pratiquement à 100% de ses capacités, ou en tout cas 80%, mais il est debout, il marche, il parle normalement. Mais c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on l'a quelque part forcé à s'en sortir. Tu es capable. Va chercher les forces qui sont en toi. Évidemment, le psychique influe énormément sur le physique. Et c'est un pari qui a été réussi. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, il y a quand même finalement, il va réussir à avoir 12 enfants, 12 déchamotes extraordinaires, et à réussir à en tirer à chaque fois le meilleur de chaque personne, de chaque enfant. Malgré, comme on l'a dit, qu'Avraham, malgré ses espoirs, malgré son investissement comme Yitzhak, ils n'ont pas forcément réussi dans cette mission. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière de Yaakov de se séparer de ses enfants, qui également fait un peu exception, qui n'est pas la même que celle d'Avraham et Yitzhak. Avraham, on sait qu'avant de partir, il a béni Yitzhak. Il lui a transmis son pouvoir de bénédiction. Il lui a transmis la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Il ne s'est pas forcément séparé d'Ishmaël. Yitzhak, il s'est séparé de personne. On ne voit pas que c'est marqué à la Torah que Yitzhak, il est parti, il a transmis quelque chose à Yaakov, une dernière bonne parole, une bracha, etc., ni d'Yitzhak, ni de Esav. Par contre, Yaakov, lui, met un point d'honneur à le faire. Et il va carrément appeler ses 12 enfants et il va commencer à se, entre guillemets, à se séparer d'eux. D'ailleurs, comment est-ce que Yaakov, on l'appelle, on lui dit Titen, Emet le Yaakov. Donne la vérité à Yaakov. Mais qu'est-ce que ça vient sous-entendre? Abraham n'est pas Emet. Abraham, c'est pas la vérité. Abraham, c'est celui qui a fait exploser la vérité au monde. Yitzhak, c'est pas la vérité. Il a été capable de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a plus grande vérité que ça? Donc il y a Abraham et il y a Yitzhak. Et pourtant, lequel on pointe du doigt, c'est Yaakov. Et pourtant, si vous regardez le parcours de Yaakov, on ne peut pas dire qu'il a éduqué des enfants qui n'avaient pas d'Yetzer Hara. On ne peut pas dire qu'il a éduqué des enfants qui n'ont pas d'Yetzer Hara. Ces enfants, ils ont eu des problèmes. Ils ont fait des choses que nous, on juge peut-être très déplacées, pas du tout normales. Ils avaient des gros problèmes et ils ont fait des erreurs. Et ils les ont réparées. Alors, ma Evdel entre ces enfants et les autres. Regardez ce qu'il dit le Abarbanel, c'est très intéressant. Dit Yaakov, qu'est-ce qu'il fait quand il va se séparer de ses enfants? Et ses enfants, il leur fait des brachot, n'est-ce pas? Ce sera comme ça, la bracha ici. Donc, d'ailleurs, n'oubliez pas, mes amis, Shabbat, Parashat Vayechi, la paracha peut-être par excellence des brachot de Yaakov, celui qui arrive à monter à des aliyot, où il y a vraiment là-bas des bonnes choses. Si vous avez l'occasion de monter, je vous encourage, même si ça vous coûte un peu d'argent, s'il faut l'acheter, la montée, savez, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Je parlais avec ça récemment avec quelqu'un. Il me dit, ouais, tu comprends, moi des fois, je vais étudier, mais ça me coûte de l'argent. Parce que je veux un prof particulier, je ne veux pas aller à des cours publics. Et j'ai du mal, et je ne comprends pas la Gemara, ça va trop vite. Je vais leur payer quelqu'un. Oui, mais ça me coûte de l'argent. Ok. Maintenant, je prends ce cas à lui. C'est quelqu'un qui a des moyens. Il n'est pas millionnaire, mais bon, il vit bien. Maintenant, même donc quelqu'un qui ne roule pas sur l'or non plus au quotidien. Je lui dis, ce que je vais te dire à toi, je le dis aussi à moi. Je fais une petite parenthèse, on reviendra après au vif du sujet.
Je dis, il y a un défaut chez tout le monde. Tout le monde. Je vous dis, venez, on se fait un super resto. Il y a un resto de ouf, il y a un burger qui a ouvert à côté. Alors, il est plus cher, hein. Il est au moins 120 shekels en burger, t'imagines. Dans le bas, tu la sens passer, hein, la viande hachée, là. Mais c'est une tuerie. Viens, on y va. Je te chauffe une fois, deux fois, tu dis, vas-y, go. Tu viens, t'es excité, des odeurs, machin. Tu as bien mangé, tu payes avec plaisir. Va faire du shopping, va faire les soldes. Viens, on va en vacances, viens, on change de voiture. Tout ça, ça te coûte de l'argent, tu le fais. Tu réfléchis, mais pas trop. Par contre, dès que ça touche à la Torah, oh là là, tu deviens le plus grand expert comptable du siècle. Ça, mais c'est impressionnant. Et on est tous comme ça. À des niveaux différents. On est tous comme ça. Ouais, attends. Mais le gars, il te dit ses honoraires à l'heure. Toi, tu fais déjà multiplier par 8 ce que ça va te coûter sur le mois. Qui t'a dit 2 fois 8? Fais une fois par semaine. Déjà, t'es réduit par 2. Ouais, mais tu comprends, c'est pas évident. La vie, elle est chère. La vie, elle augmente. Ça me coûterait ça. J'ai quand tu vas là-bas au jeudi ou vendredi faire des courses pour... C'est même pas pour Shabbat, parce que c'est extra Shabbat. C'est-à-dire que tu as tout acheté, tu vas faire que des kiffs. Il y a une super bouteille de rosé, il y a un super rouge, il y a dame rouge, et machin, et ça, et le thon séché, le thon fumé, le thon machin, et le thon vieilli, le thon... Appelez ça comme vous voulez. Je dis, tu sais qu'il va te coûter un bras. Et tu le fais. N'est-ce pas? Alors là, déjà, en général, ça commence à bégayer à ce moment-là. Mais le coup de grâce, et c'est Hachem qui m'a mis dans la bouche à ce moment-là, c'est la phrase que je viens de vous donner maintenant. Je dis, rappelle-toi une chose. Tu vas me dire, bon, ok, là je kiffe pas. Là, j'ai plus de facilité à dépenser, là, j'ai moins de facilité à dépenser. Je lui dis, rappelle-toi d'une chose. Tout ce que tu achètes là, tu claques, tu dépenses. Ce que tu mets dans la Torah, tu ne dépenses pas. Tu investis. Je ne parle même pas du fait, on en a parlé une fois, que la Gemara a dit que toutes les hautes de l'année, les dépenses de l'année, elles sont décidées de Tishri à Tishri. Chutz mi Tishri. À part Tishri, c'est pas le mois de Tishri, c'est les rachets des votes, Torah, Shabbat, Rosh Chodesh et Yamim Tovim. Tout ce que vous achetez pour Shabbat, pour les fêtes, Yom Tov, hein, je parle. Pour Rosh Chodesh, Hachem dit, c'est pas toi, Baba, qui paye, Alaï. Même les frères, évidemment, on achète un beau costume, on mesdames, vous achetez une nouvelle paire de, je sais pas moi, de chaussures, une robe, les revot Shabbat, mais attends, c'est pas les revot Shabbat et tu la mets à tous les mariages à part Shabbat. Faut arrêter. Bon, les dames, ça vous arrivera jamais de mettre la même robe pour les mariages. Bon, ça, déjà, on a réglé le problème. Ça, un homme, à rigueur, il peut mettre un costard, il va mettre au mariage de son fils, il va mettre au mariage du cousin, de la tante. Une femme, elle te dit, vous connaissez, n'est-ce pas? Tu ouvres l'armoire, et tu entends dans la maison, oh là là, j'ai rien à mettre. Maintenant, tu sais que rien que tu essayes de mettre un cintre, tu vas y laisser la main. Non, mais j'ai rien à mettre. Pourquoi? Ça, on m'a déjà vu avec, ça, on m'a déjà vu avec, ça, on m'a déjà vu avec. Je pense c'est le principe de s'habiller et de sortir en général. Tu crois que tu veux passer à... Ah, tu rigoles. Je l'ai mis au mariage de Nicole. On va pas me voir. Oui, mais c'était il y a 3 ans. Et alors? On m'a vu. Tu imagines quelqu'un, il a les photos, comment on appelle ça, là, les magnettes à la maison sur le frigo? Ah, on va me dire, bah, elle a pas beaucoup d'amis, celle-là. Ouais. Mais plus sérieusement, tout ce que vous achetez pour Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov, c'est remboursé. Mais quoi également? C'est quoi la première lettre de Tishri? C'est le taf qui signifie Torah. Hachem, il dit, écoute-moi bien ce que je te dis, mon petit coco. Tout l'oseille que tu vas sortir pour la Torah, sur moi je vous ai dit, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Hachem, il te dit encore mieux. C'est même pas quelque chose que tu as sorti de ta poche. Ah, mais pourtant je l'ai fait, voilà. J'avais 300 shekels, j'en ai plus que 100. Donc les 200, ils sont où? Hachem, t'es bien gentil, mais tu m'as pas fait abracadabra, j'ai un billet que j'avais pas avant. D'accord, sois racham, sois pas petit, sois pas lourd. Ça va te revenir. Un investissement, c'est quoi? J'investis, j'aurais pu être dans 30 ans. Ok, mais maintenant j'ai investi. Hachem me dit non, là t'as pas investi uniquement et t'as gagné le mérite de la Torah et les souillottes et t'as tout ça. C'est que déjà maintenant je vais faire en sorte que ça revienne dans ta poche. Alors il ne va pas avoir une lettre d'invitation en signant expéditeur le bon Dieu, tes 200 shekels que tu as dépensé pour tel jour, tes 300 shekels que tu as dépensé l'autre fois pour tes cours de Torah. Non, mais il faut être intelligent. Tu sais que d'un coup tu t'attends pas et t'es l'entrée d'argent qui est imprévue. Ah, mais comment ça se fait? Mais quel hasard! Alors, révélation du jour, hasard égale Hachem. Hein. Nature égale Hachem. Miracle extraordinaire et miracle de tous les jours égale également Hachem. Tu te lèves le matin, tu respires, tu arrives à regarder, c'est Hachem qui dit à tes yeux, c'est bon. On lui donne encore 24 heures aujourd'hui. Vas-y, donne-lui. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc je lui dis, mon coco,
claquer dans une anamroute, tu peux. Te payer un cours de Torah parce qu'en plus tu sens que tu en manques, ça tu veux pas, il y a un problème. Et plus personne au bout du fil. Allô, je passe sous un tunnel, attends, je te rappelle. Vous avez compris? Donc qu'est-ce qu'il dit la Barbanel? La Barbanel il dit la chose suivante. Yaakov est venu pour faire des brachot à ses enfants. Donc on arrive à tout ça pour vous dire que si vous pouvez monter à la Torah Shabbat, même si ça vous coûte un peu d'argent, vous n'allez pas en mourir, je vous rassure. Ok? On refait la parenthèse. Les brachot de Yaakov, c'est quoi? Les brachot, en fait, c'est censé être quoi? C'est censé être une force et un encouragement pour continuer, pour avancer, pour se sentir renforcé, etc. Alors Yaakov, c'est bien qu'il ait, entre guillemets, la démarche de vouloir bien ses enfants pour les encourager pour la suite, pour les préparer au monde de fou dans lequel nous on est aujourd'hui. Vous savez bien que la Gemara a dit que quand les Tanaïm et Amoraïm, ils savaient les générations qui allaient arriver, ils ont dit oulala, surtout on ne veut pas arriver là-bas. Surtout on ne veut pas être dans ces générations dans lesquelles on se trouve nous maintenant. Ça va être tellement fou. Il y a tellement tout qui va être complètement fracassé, les mœurs, la morale. On ne veut même pas arriver là-bas. Il va être tellement déchaîné, on ne veut pas arriver, on ne tiendra pas. C'est ça qu'on dit qu'aujourd'hui, qu'un juif, aujourd'hui, qui fait des mitzvot, une femme qui arrive à faire des efforts de tzniut, et chacun dans ses domaines, qui est capable de se lever à la tefila le matin, mettre ses tefilines, faire Shabbat, manger kasher, gagner son argent de manière honnête, ça a beaucoup plus de valeur que les Tanaïm et l'Amorim qui ont écrit la Mishnah et la Gemara quand ils faisaient les mitzvot. Vous imaginez ce que ça veut dire? Oïta Natania, pépère. Pépère. Et là, il y a ton ancien collègue de France là, avec qui tu as gagné un très bon contact qui s'appelle François Le Marchand. Et il te dit oh Patrick! Alors toi, ça fait déjà 5 ans que tu as fait ton là. Tu peux Patrick, tu l'appelles Shimon. Ouais, vous connaissez le truc ou pas? C'est pas mal ou pas? Donc tu réagis pas tout de suite. Dis oh Patrick, tu me connais pas? François, comment ça va et tout? Ça va, viens, on va manger et tout. J'ai trouvé un resto, truc. Maintenant, toi, tu es comme ça. Tu dis attends. Mais c'est caché? Hein, c'est quoi? C'est caché? Non, c'est pas caché, il est là le restaurant. Il dit non, cachère, le juif peut manger cachère. Écoute, je vois des gens avec un petit truc comme toi rentrer, sortir. Oui, j'imagine que ça doit être cachère. Bon, toi, tu rentres. C'est comme l'histoire un jour, il y a un gars qui rentre. Ils voient un type complètement, en tout cas extérieurement, chiloni, mais chiloni. En train de vendre des falafels. Et à manger peut-être du shawarma, etc. Je dis, excuse-moi, c'est cachère ici? C'est une. Qu'on appelle ça? Théouda. Ah, ça va, vous avez des réflexes. Tiens, une Théouda? Mec, il regarde. À moi, tu me demandes si j'ai une Théouda? À moi, tu me demandes, t'as vu le cadre qu'il y a derrière? Le Ben Ishraï! Baba Salé! Tu as vu ça ou quoi? Il regarde, il dit, tu sais, mon ami, si ça avait été l'inverse, que le Ben Ishraï il est devant moi, il y a ton portrait derrière, j'aurais pas posé la question. Mais là, tu m'excuses, c'est quand même un doute. Donc, tu vois, machin, tu rentres au resto. Et là, tu dis, mec, il t'a chauffé, ouais, les gens qui mangent. Et là, tu es assis, t'es pas bien. Tu dis, attends, stop. T'as déjà commandé, hein? Stop. Monsieur, excusez-moi, vous avez une théouda? On va dire une quoi? Ce qui me tue, c'est que le gars, il te le dit en hébreu. Mazé théouda. Oh! Mazé théouda. Tu dis théouda de cacheroute. Ah, il comprend cachir. L'eau, ici, c'est ouvert Shabbat. On peut pas avoir théouda de cacheroute. Mais il y a plein de gens qui mangent ici. Tu dis, pas de problème. Bon appétit, tu oubries. Bah, tu dis, ouais, maintenant, t'as commandé. Combien je te dois? 150? Prends tes 150, merci beaucoup, tu t'en vas. T'as fait ça, t'as le niveau d'un Tana qui a écrit une Mishnah comme Rabbi Nir Balaï, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas mal quand même, hein? Alors, on n'allait pas forcément chercher François Le Marchand pour aller avoir ce genre d'épreuve. Mais vous avez compris l'idée. Donc si la bracha c'est fait pour nous encourager à avancer, pourquoi Yaakov il n'a pas fait ça avec tout le monde? Parce que si vous remarquerez le texte, Yaakov il n'a pas béni tout le monde. Yaakov, il en a béni certains, mais il a fait aussi uniquement des reproches à certains. Réhouven, Shimon, Lévi, ils n'ont pas eu de bracha. Ils ont eu des reproches. Ah, je ne comprends pas. Tu veux donner une dernière éducation avant de mourir? Très bien, Kol HaKavod. Fais-le avec tout le monde. Ouais. Tu veux faire des brachot avant de partir? C'est encore mieux. Fais-le avec tout le monde. Toi, tu me fais là-bas une sorte de tri. Lui, je lui mets sur la tête, lui, je le bénis. Lui, c'est une caresse, lui, c'est une claque, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Vous avez compris, n'est-ce pas? La question est évidente. En plus, écoutez les reproches. Qu'est-ce qu'il dit à Réhouven? Pachas kamaim al totar. Kialita mishkeva vichas kilata etsuyara. Il dit Réhouven, tu as un défaut. Tu es impulsif. Tu fais les choses sans réfléchir. Je peux dire en tant que Rubel, moi je suis un Rubel, vous le savez, depuis le temps, quand je vous envoie les WhatsApp, je peux vous dire que on a cette nature. On va vite.
On est impulsif même des fois dans nos réactions. On agit vite, on réfléchit pas, on a un gros problème avec la patience. Mais c'est un vrai défaut. Alors, bon, Hachem, quand tu t'en rends compte, tu te mets au travail. Et bon, Hachem, aujourd'hui, je peux vous dire qu'à ce niveau-là, j'ai énormément changé. Je ne vous dis pas ça pour me lancer des fleurs. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on est capable de remarquer ses défauts et d'avoir un regard critique sur soi, mais un regard critique constructeur, on peut arriver de très très beaux résultats, sans aller forcément consulter. Ok? Shimon ben Levi, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, vous avez un problème, c'est la violence. Vous êtes trop coléreux. Ouh là 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 là. Vous êtes coléreux. Vous êtes coléreux. Vous savez, moi j'ai connu, dans ma vie, je n'ai pas connu beaucoup de Shimon. Mais c'est vrai que ceux que j'ai connus, ils avaient le sang chaud. C'était pas évident à chaque fois de s'entendre avec eux, etc. C'était assez compliqué d'ailleurs. Elle dit, vous avez un défaut. Mais voilà qu'il arrive à Yehuda, et là, ah là là, extraordinaire les brachot qui commencent à mettre sur Yehuda. Donc je suis désolé. Moi, je veux bien que c'est le dernier jour de Yaakov Avinu, les enfants ils sont là, tout est émotion, tout est larmes, tout est pardon, tout est peace and love, il n'y a aucun problème. Mais là, moi, ça me foutrait les boules. Moi, Réhouven, il y a 3000 ans, j'assiste à ça, eh ben, je suis pas content. Je suis désolé, papa, tu me mets un mois sur la tête et lui, tu fais une bracha. Pourquoi? Moi, je sens mauvais, qu'est-ce qu'il y a? En plus, c'est moi ton aîné. Kochi Bereshit Oni. C'est fort quand même. C'est moi qui représente ta suite par excellence. Alors, qu'est-ce que tu veux? Réponse de Chazal. Très important. Yaakov, en réalité, il n'est pas venu uniquement bénir ses enfants et leur faire des critiques. Il est venu, il les a rassemblés dans un seul but. C'est nommer, avant de partir, qui va être, entre guillemets, le successeur, pas vraiment de Yaakov, mais qui va prôner, qui va avoir droit à recevoir la couronne de la royauté de ses 12 enfants. Vous imaginez, quand il y en a 12, chacun est un être quelque part exceptionnel, chacun a des qualités à faire valoir. Ouais, mais moi je suis l'aîné. Oui, d'accord, mais nous on est fort. Oui, d'accord, mais moi je suis un bagarreur, il va falloir se battre, et moi je suis un tzaddik, et moi je suis truc, et moi. Alors, forcément, ça va être un problème. Alors quand tu laisses un testament, c'est pratique. Mais un truc comme ça, c'est plus qu'un testament. Ouais, c'est comme un jour, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, je te fais une charade. Je fais, vas-y. Il me dit, il y a un père qui doit partir, il doit mourir. Il prend un testament et il marque, mon premier enfant, malgré c'est mon premier, il touche que 20%. Donc maintenant, le type, il a 1 million en banque. Ok? Que 20%. Et le deuxième, il coûte 80%. Combien chacun touche? Je regarde, je dis, attends, est-ce qu'il est vraiment bête? Ou il me prend moi pour un idiot? C'est 800 000 et Voilà. Réponse? Il me dit, bah, ça va dépendre de l'avocat du premier. Aujourd'hui, même un testament, tu peux le remettre en question. Un vice de procédure, une virgule mal placée, tac, 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 tu peux te remettre en question. Il dit non, c'est pas combien il a laissé le père, c'est comment l'avocat a réussi à présenter ça à la cour. Tu as compris comment ça marche la vie. Donc Jacob, il est malin, il dit moi je vais pas travailler avec mes enfants, on va faire tout clair, verbalement, et on y va. Et qui va être choisi pour représenter la royauté? Yehuda, c'est le combienième des enfants, les amis? Yehuda, c'est le combienième? Réhouven, Shimon, Lévi. Oh, ça fait long quand même pour arriver. Le premier que tu le fasses éjecter, déjà ça se fait pas. C'est l'aîné, bon, tu as des bonnes raisons. Le deuxième, je veux bien. Le troisième aussi, finalement, pour arriver au quatrième, ça fait beaucoup de passages quand même, ça fait beaucoup de remplaçants sur le banc. Et là, ma pshat. Écoutez bien le pshat, comment il est extraordinaire. Il te dit, l'amida d'un roi, c'est quoi? C'est d'être un manhig. C'est quoi manhig en hébreu? Un dirigeant. Et c'est quoi l'amida par excellence que doit avoir un manhig, un dirigeant en lui pour exceller dans sa mission? C'est une chose. Avant l'intelligence, avant la clairvoyance, avant tout ce que vous voulez. C'est d'être capable, écoutez bien ce que je vais vous dire, de faire passer les intérêts des autres avant les siens. Alors je ne sais pas si aujourd'hui, dans le monde politique, on a cet exemple-là, quand on nomme des dirigeants à notre pays, je n'ai pas vraiment l'impression qu'ils vont passer nos avantages avant les leurs. D'ailleurs, aujourd'hui, ça commence beaucoup à parler de l'intérieur. Chacun fait attention à son siège, à sa chaise, à son salaire, à leurs avantages. D'ailleurs, des fois, vous voyez, je suis sûr, vous aussi, des bribes d'interviews où les politiciens ils se font exploser en disant « Alors, c'est bien, vous êtes en train de voter pour la baisse de ça, la baisse de ça, la baisse de ça, la retraite, les machins allongés. Votre salaire, vous, il n'a pas bougé. Hein. Votre salaire, il a augmenté. Alors que vous êtes assis sur un siège 3 fois par semaine pour pas grand-chose à faire. Vous avez des petits déjeuners servis, des croissants tout chauds, la meilleure boulangerie de France qui vous livre en plus de ça. Ne travaillez pas trop, hein.
Je ne parle même pas des avantages qu'il y a derrière les salaires. Pourquoi? Parce que ça, je suis désolé. Mais ce n'est pas des gens qui sont intéressés par votre avenir, par vos destins, par ce que vous allez devenir. C'est uniquement des gens qui sont intéressés par eux-mêmes. Qu'est-ce que moi je vais devenir? Qu'est-ce que moi j'ai à y gagner dans tout ça? Alors tu me dis, bon, peut-être que Yehuda, Bémet, il est propice à ça. Mais tu as déjà un roi en plein, comment on appelle ça? En plein rôle déjà. C'est qui? C'est Yosef. Il est en plein quinquennat, Yosef. Il est là. Il a réussi à éviter au monde entier de mourir de faim. Donc niveau économie, je pense que Macron, il le met dans sa petite poche. On sait que Macron, finalement, s'est senti un virtuose de la finance. Finalement, à la France, elle s'est surendettée plus que la Grèce à l'époque. Ok? Donc de 1. De 2, il est intelligent. De 3, il est bon. Regarde, il n'en a pas voulu à ses frères. Pour la vente, pour tout ça. Il est vraiment très bien. Pourquoi est-ce que tu vas commencer à faire du balagan alors que quelque part, tout le monde a déjà peut-être quelque part, peut-être même inconsciemment, accepté Yosef? Voilà, c'est lui le patron. Il a rêvé. Hachem, il l'a amené jusque là où il devait arriver. Il a mené son rôle comme il faut, perfection, pas une erreur. Et là, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Stop, on change les routes. Toi, tu descends, c'est lui qui monte. Enfin, il y a eu déjà cette balagane dans la famille. Tu vas pas remettre maintenant la sauce. Pourquoi Yaakov il fait ça? Eh ben, soyez étonnés d'une chose. Notre regard, c'est pas celui de la Torah. Et encore moins les tzadikim comme Yaakov. Il te dit, Yosef, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Même Réhouven, ce sont des gens extraordinaires, mais ils ont des défauts. Ils ont des défauts qui sont graves. Tu ne peux pas, par exemple, être un dirigeant si tu es coléreux, si tu es colérique, si tu es impatient, si tu es nerveux, si tu n'es pas diplomate, ça ne marche pas. Tu sais que la diplomatie, je peux vous dire, c'est quelque chose qui est très dur pour les gens qui sont super naturels. Un mec qui est naturel, qui est honnête, qui est transparent, il a du mal quand il voit un mytho, il a envie de lui mettre une baffe. Il a envie de lui mettre une tarte, mais en plus de lui faire, il va essayer d'utiliser tous les vocabulaires du dictionnaire pour lui faire comprendre à quel point il est mauvais, à quel point il a compris qu'il était mauvais. Ça, c'est le défaut des gens qui sont transparents et qui sont droits et bons. Parce que la vie, elle t'apprend, mon coco, qu'en face de toi, en général, tu n'auras jamais des gens qui te ressemblent. C'est rare. Quand tu trouves une personne avec qui vraiment tu as des points communs et avec qui ça compte, tu dis « Waouh, t'es comme un fou, mais qu'est-ce qui se passe ?» On dirait que tu as découvert l'Amérique. Oui, j'en ai trouvé un comme moi. Et en général, quand vous trouvez des amis, des vrais amis, c'est parce que soit ils vous ressemblent beaucoup, soit vous pouvez compter sur eux. Et comme ma mère un jour m'a dit, enfin elle m'a répété souvent, elle m'a dit, mon fils, dans la vie, quand on a un bon ami, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'avant de trouver quelqu'un en qui tu as vraiment confiance, avec qui tu appelles ça, tu sens que tu colles, etc. Non, je ne parle pas de son conjoint, j'espère que ce sera le cas. Un conjoint, c'est censé être, évidemment, pour le meilleur et pour le pire, dans l'idéal, ton meilleur complice, ton meilleur partenaire. On n'est pas deux à vivre ensemble, on n'est plus qu'un à vivre ensemble. Ok? Bon, c'est pas évident toujours. D'accord? Mais quoi? Pourquoi je vous ai dit ça? Ouais, donc l'ami, quand tu le trouves, c'est que tu es comme un fou. C'est-à-dire que la majorité du temps, tu ne trouves pas des gens qui te ressemblent. Et ils sont très différents. En plus, là, quand tu vois un mytho, un escroc, un mec pas droit, un mec qui te la fait à l'envers, machin, il te fait traîner, tu as du mal. Et bien, sachez que la diplomatie, elle est obligatoire dans la vie. Tu ne veux pas passer pour un taré, tu ne veux pas passer pour un fou, alors que c'est pas toi le fou. Hein. Le type bien, c'est toi. La bonne personne, la bonne femme, avec des milotes et tout ce que tu veux, c'est toi. Mais tu manques de présentation, de diplomatie. Tu ne sais pas dire les choses. D'ailleurs, vous remarquerez combien de gens se gâchent à cause de ce défaut qu'ils ne savent pas parler. Ils ne parlent pas, ils crient. Ils ne parlent pas, ils perdent patience. C'est terrible. On ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. Et pourtant, tu vois que le gars, tu as beau lui dire et lui répéter, la personne ne sait pas parler. Pourquoi? Parce que moi je suis comme ça, parce que c'est ma manière de parler, parce que les gens me connaissent. Le problème c'est quoi? C'est que les gens, ils sont pas là pour t'attendre. Les gens ils vont pas te faire de cadeaux. Si tu te comportes comme un fou, tu peux avoir le meilleur fond, mais tu sais pas parler, tu sais pas communiquer, tu vas faire le vide autour de toi. Alors tu dis non, c'est pas vrai, je suis aimé. D'accord, il y a ce qui se parie en extérieur, il y a ce qui se dit en intérieur. Et d'un coup on sait pas pourquoi. Des gens sont toujours comportés d'une certaine manière, qui ont toujours parlé. D'un coup les enfants ils se marient, mais ils viennent pas trop à la maison. Et les petits-enfants, ils ne veulent pas trop s'approcher des grands-parents. Mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai donné ma vie, je lui ai acheté un appartement, je lui ai tout donné. Mais tu lui as donné, mais sous quelle forme? Sous quelle forme? Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, tu peux ne pas donner grand-chose. Ne pas avoir même des fois grand-chose à offrir. Mais tu lui donnes de super bien emballé. Ben, finalement, le cadeau, il est encore plus beau.
Vous comprenez ce que je dis? Donc, Shimon et Lévi, ils ont un problème. Ils sont coléreux, ils sont bagarreurs. C'est bien quand tu veux conquérir. Mais pour diriger un pays, des gens qui vont faire des erreurs, qui vont se planter, ça ne marche pas. Réhouven, pareil, t'es impulsif. Il faut réfléchir. Faut attendre. Faut attendre. Genre, quelqu'un m'a dit, tu veux éviter des disputes pour rien? Si on peut un petit peu baisser, ce serait bien. Tu veux éviter les disputes pour rien? Avant de parler, avant de répondre, même à une attaque, tourne ta langue 3 fois dans ta bouche. Faites-le là. On a à peu près 4 secondes. Je vous promets qu'en 4 secondes, déjà, la température là-haut, elle est descendue. Ça va mieux. Pourquoi? Tu n'as pas répondu à chaud. Tu n'as pas répondre à chaud, il n'y a pas pire. Alors attention, hein. Malheureusement, des fois, on y arrive, mais on a en face des provocateurs ou des provocatrices. Erev Shabbat. Qui s'en donne à... Ça veut dire elle ne va pas te lâcher. Ou des fois c'est lui qui est relou. Hein. Tu t'es tué pendant 2 jours dans la cuisine, que des remarques à table. Alors, le premier, tu passes. Ah, il n'y a pas les betteraves. Chaval. Ah, c'est un peu trop cuit. Chaval. Ah, ma mère, elle fait pas comme ça. Là, il y a la marmite qui est partie. Et elle a raison. Et des fois, c'est l'inverse. Tu as fait les courses, tu arrives chargé comme un âne. Tu la vois, elle cherche. Qu'est-ce qu'elle cherche? Le ticket de caisse, elle a peur que j'ai dépensé. Non, c'est pas ça qu'elle cherche. Elle cherche à te dire merci. Non, elle cherche ce que tu n'as pas acheté. Ce que tu n'as pas trouvé dans le magasin. Tu arrives, il fait 40 degrés à Natania. Tu pues la transpiration. Tu t'es douché déjà 2 fois depuis que tu t'es levé ce matin. Tu arrives, tu t'es fait un berlingot, tu as mal au dos que tu as porté. Et elle te dit quoi? Tu n'as pas trouvé. Quoi? Ah, le piment, tu l'as pas trouvé. Le piment vert, tu l'as pas trouvé. D'accord, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé le rouge. Oui, c'est pas le même goût. C'est pas pareil. Ah, tu vas pas trouver le persil. Mais tu vas pas l'utiliser pour Shabbat. Oui, mais j'en avais besoin pour la semaine. J'irai dans la semaine. Oui, mais je le voulais maintenant. Et là, forcément, ça part en sucette, là aussi. Donc, des fois, on est très fort pour être bête. Rester poli. Très, très fort. Et donc, quelqu'un qui est super puissant, construit à l'intérieur, et j'en ai vu, moi, des comme ça. Des gens, la vérité, je dis, mais moi, à sa place, le gars, je l'aurais emmuré. Le type, il est d'une patience, d'un calme, d'un contrôle. Le type, il arrive à un niveau où pour l'énerver, il faut peut-être être 10 en même temps pendant 10 ans. Vous savez, je vous racontais une histoire qui est incroyable. D'ailleurs, évidemment que le cours, je l'ai dit pour l'émission de la rabbinite Ben Chetrit, Madame Nathalie Kamra Batsada, qui vient chez Raymond Kaliratson. Et ce matin, on a parlé beaucoup de Ben Chetrit. Je vous ai raconté que j'étais parti les voir au Shiva, etc. Et que vraiment, ils m'ont donné un exemple de vie extraordinaire. Et je vous invite, je vous dis vraiment, vous avez du temps, peut-être pas ce soir, vous êtes un peu fatigué après qu'un mec qui vous ait pris la tête pendant 1h15. Mais demain ou dans la semaine ou avant Shabbat, vous voulez vous faire un vrai kiff. Mais un vrai kiff. C'est mieux que le cinéma. Je vous promets, c'est mieux que le cinéma. Vous rentrez sur YouTube, vous tapez Rav Ben Chetrit, l'éloge funèbre ou discours pour les 7 jours de sa femme. Magnifique. Alors je peux vous dire une chose. Vous l'écoutez parler le gars, vous éteignez le cours, vous ne savez plus ni comment vous vous appelez, ni où vous habitez, et si vous avez vraiment des problèmes dans votre vie. Mais attention, c'est choquant, c'est déroutant. C'est du Rav Ben Chetrit. Mais tu vois que derrière lui, il y avait une femme extraordinaire. Et pour la petite anecdote, un jour, son fils, que je connais bien, un de ses fils m'a raconté, il n'a pas été facile à éduquer. En plus, du bénis, ils sont une famille de 13 enfants, vous imaginez, c'est pas facile. Hein, on parlait de 5-8 tout à l'heure, voilà, là, comme il a dit Rav Ben Chetrit. Avec ma femme, on a fait l'équipe de foot plus les remplaçants. Pas mal, hein. Donc imaginez, chacun avec ses problèmes, machin, les éducations, les ci, les ça. Et il m'a dit un jour, tu sais quoi, Ruben, on pisse pas 1 fois, 2 fois. J'ai pris la voiture, je l'ai défoncée. Quand tu dis que je l'ai défoncé la voiture, il m'a dit, mais je l'ai mis dans un état. Puis même moi, j'avais peur de comment j'allais. Je me suis dit qu'il fait sur place, c'est pas possible. Bon, évidemment, pédagogie extraordinaire. Ils ont dit ce qu'ils devaient entendre, ils ont fait ce qu'ils devaient recevoir. Dans le calme, dans le contrôle, tac, 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 il n'y a pas de problème. Il dit, mais Ruben, quand tu plantes une voiture 2 fois, et qu'il y en a pour plus de 8 000 € de réparation, le père, il a toutes les raisons au monde, si c'est pas de te faire avec ta tête 360 degrés 5 fois d'affilée, c'est au moins, allez, de crier un bon coup.
ça détend, ça fait du bien. Il a le droit à 8 000 € le cri quand même, non? Hein, c'est pas le piment vert qui ment Erev Shabbat, mesdames. C'est 8 000 €. Et là, il me raconte qu'un jour, il entend son père au téléphone. Et le Rav Ben Titri dit au téléphone, je ne sais pas qui c'est au téléphone, hein, il lui dit, mais tu te rends compte que tu me mets en colère? Ça fait 20 ans que je ne me suis pas mis en colère. Mais dis donc, j'ai compris que déjà moi-même, quand j'ai planté la voiture, il n'était pas en colère. Sur le type, il arrive à un contrôle de lui, mais c'est pas humain. C'est inhumain, alors que le gars, il respire, il mange, il va faire ce qu'il a à faire, il travaille, il a une femme, des enfants. Le type, il a compris une chose, je vais travailler la mida. Et comme il lui dit d'ailleurs, le Rav Ben Titri, tu sais, travailler une mida, c'est pas avec 2 heures de cours de Torah, hein. C'est pas en lisant des bouquins, hein. C'est non seulement toute la vie, mais c'est un travail 24 sur 24, dans n'importe quelle situation. Ta femme, tes gosses, le boulot, l'arnouna, la voiture, l'accident, sur le mec qui te rentre dedans. C'est même pas, tu le connais pas, c'est un juif ou pas un juif, il t'a coupé la priorité, il t'a fracassé le phare et il s'est enfui. Mais là, tu l'insultes de tous les noms, tu souhaites qu'il crève à l'instant T. Tu t'énerves. Même là, il ne s'énerve pas. Maintenant, il n'y a personne, il y a lui et la voiture et le phare cassé. Qui est-ce qui va remarquer qu'il s'est énervé? Lui. Non, je ne m'énerve pas. Je dis que je travaille sur la colère, donc je ne vais pas me mettre en colère. Vous avez compris le niveau? Je pense qu'un type comme ça, il pourrait diriger un pays, je pense. Avec l'intelligence, etc., qu'il a. Bon, prochainement. Si tu veux que sa femme, de là où elle est, il lui donne les forces de continuer. Le travail de maître extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'on demande, comme on a dit à quelqu'un? C'est d'être capable de faire passer les intérêts des autres avant les siens. Et dit Yosef, tu es un dirigeant extraordinaire. Mais tu n'as jamais fait preuve pour autant dans ta vie ce qu'on appelle d'une messirut nefesh pour l'autre. Jamais tu t'es, entre guillemets, tu as été prêt à donner ta vie, à tout perdre pour quelqu'un. Il dit ça, j'ai pas vu. Alors c'est vrai qu'il avait des bonnes midotes. Il aurait pu tenir rancœur à ses frères. Mais on fait quand même, à nos yeux, à nous, un sale coup. Pas mal quand même le coup qui a duré 22 piges. C'est pas mal. Il n'a rien dit. Il s'est tué. Il a avalé. C'est une grande mida. Mais c'est pas suffisant. Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. À 3 reprises, Yehuda, il est capable de remettre sa propre vie en jeu pour quelqu'un d'autre. La première fois, c'est quand? C'est quand ses frères ils veulent faire la peau à Yosef. On va le tuer. Réhouven, il intervient en premier. Il dit non, ma bête ça. On va pas le tuer. Venons le jeter dans le trou. Ok. Maintenant, Réhouven, lui, il avait l'idée ensuite de le sauver. Mais sauf que Yehuda, il ne savait pas ça. Réhouven, il s'en va. Là, les frères, ils sont comme ça. Il dit bon, écoute, finalement, dans le trou, bon, soit on le tue, soit on le laisse dedans, il va mourir avec les scorpions. Qu'est-ce qu'il fait, Yehuda, devant ses 9 frères? Seul. Écoutez-moi bien, vous n'allez pas le toucher. Il y en a un qui le touche, il aura affaire à moi. Vous voulez vous débarrasser? Voilà, là, il y a une calèche là qui arrive. Il y a des gens qui descendent d'Égypte, on le vend. Vous ne le touchez pas. Maintenant, les 9, ils sont remontés. Parce que 2 heures avant, ils ont fait un bedin. Ils ont fait un vrai bedin. Et ils ont condamné Yosef à mort. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent lui dire pour le coup, excusez-moi du jeu de mots, espèce de Judas. Espèce de Judas, espèce de traître. Tu retournes ta veste. T'étais avec nous, t'es plus avec nous maintenant. Il dit, vous avez compris ce que je dis? Il n'y en a pas un qui va transgresser, je suis en train de dire non, personne ne le touche. On ne le tuera pas. Premier exemple de bravo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les amis, on a Tamar. L'épisode avec Tamar. Lui-même, il avoue qu'il a couché avec sa belle-fille et qu'elle est enceinte de lui. Maintenant, elle est en train d'être amenée pour être brûlée. Et c'est lui qui l'a condamné quand il a entendu ce qu'elle avait fait, sauf qu'il ne savait pas que c'était lui l'acteur à la base. Il n'avait pas relié les 2 épisodes. Quand il se rend compte que c'est lui, parce que Tamar, elle était prête à se taire pour ne pas faire honte à quelqu'un de la dire la Gemara, il vaut mieux mourir dans des flammes que de faire honte à quelqu'un. Vous entendez ce que je vous dis? Il vaut mieux mourir dans des flammes, se laisser brûler vif, alors que tu as raison, alors que tu es innocent, que de faire honte à quelqu'un. C'est fou. Alors vous savez quoi, je vais être sympa, je vous fais 50%. Ne mourrez pas dans les flammes. Mais essayez de fermer votre bouche pour ne pas faire honte à quelqu'un. C'est possible ou pas? Ouais. Table de Shabbat, dans un mariage, une soirée, tu veux lui tailler un costard, je vais le remettre à sa place celui-là pour qui il se prend. Pour qui elle se prend pour me narguer comme ça du haut de ses talons de 17 cm. Pour qui elle se prend? On t'a pas dit de te jeter dans les flammes, t'as juste de fermer ta bouche. Ouais, mais
J'ai pas aimé comment elle m'a parlé. Ouais, mais comment les gens vont me regarder? Ça va, tu auras tout le temps appris pour éclaircir l'histoire. Mais pourquoi tu veux humilier une personne? Il y a quelqu'un qui était prêt à mourir pour pas faire rentrer une personne. Et Yehuda, alors il est déjà, la machine elle est lancée, hein. La machine elle est lancée. On l'a accusé, on l'a traité de tous les noms, Tamar. Et au dernier moment, qu'est-ce qu'il fait? Hop, on arrête tout, c'est moi le responsable. À chaque fois que j'arrive avec cette vidéo, je deviens fou. Yehuda, c'est le Rosh Sanhedrin, c'est un Talmid Racham, c'est un tzaddik. Mais alors évidemment, il faut faire attention quand on arrive à ces épisodes-là, avec nos yeux à nous aujourd'hui, j'ai envie de dire un peu pervertis. Je dis, ouais, les motivations de Yehuda, bah, c'était simplement, il a trouvé une belle femme, il a dit, allez, je fais mon affaire, c'est terminé. Pas du tout. Il fallait que ça descende comme ça la malchoute. Pourquoi? Parce que Hachem, il sait très bien que quand il veut faire descendre une Neshama aussi puissante, qui va donner naissance à la malchoute, il y a la Sitra Acha, les forces de la Touma, qui ne veulent pas. Donc pour embrouiller, il fait dans des chemins bizarres pour que ça passe comme ça en cachette. T'as compris ou pas? C'est pas recommandé, c'est une lettre perdue. Ah, on l'a pas vu venir, c'est là. Bon, on est arrivé à nos fins. Ok, bon, ça c'est un sujet à développer en soi. Yehuda, il est capable de dire, on arrête tout. C'est moi le responsable. Maintenant, c'est Baba Saleh qui est en train de parler là. Là, c'est Rav Kadouri. Vous imaginez ce que je vous dis? Là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui te parle. Mais puissance 1 milliard. C'est Yehuda Tzadik, celui qui va représenter la malchoute du Ham Israël. Et tu dis, c'est moi qui ai fait cette erreur. Et vous imaginez comment les gens ont dû regarder et mal parler de lui? Mais il a dû être regardé comme un pourri dans la rue. C'est plus un rabbin. C'est un sale type, oui ou pas? C'est un escroc, oui ou non? Et au moment où il se lève, vous pensez qu'il n'a pas tout le film en tête? Alors, monsieur tout le monde, madame tout le monde, dit, bon, t'es gentil. Tu t'es levé, tu te rassois, tu fais comme si de rien n'était, tu vas au lit, tu fermes la tête, tu vas entendre une hache qui est tombée, une tête qui a roulé, c'est fini, on n'en parle plus. Pas du tout. Pas du tout. Je suis prêt à donner ma vie pour sauver la sienne parce que le Hémet, il est là-bas. Ses intérêts avant les miens. Et enfin, troisième épisode. Eh ben, quand on arrive à Binyamin, quand Yosef lui dit, regarde, c'est simple, celui qui a volé la Gevia, le verre, lui va rester ici esclavé à Thème, Alou les Shalom et la Vichem. Il dit, vous rentrez tous. Et là, à ce moment-là, Yehuda, il dit, regarde, Coco, on a fini de jouer. Vaïga, Shelav, Yehuda. Et Yehuda, il s'approche, il regarde, mon pote, ça fait des mois que tu nous fais le jeu, là. Les devinettes, qui on est, qui vous êtes pas, tu nous accuses, ta. Et on est gentil, on ferme la bouche, tu as pris Shimon, tu l'as enfermé, tu demandes à descendre Binyamin, notre père, il a failli faire une tachycardie, on a joué le jeu. Si tu crois que tu vas toucher un cheveu de mon frère, alors c'est simple, toi, ton roi, je vais tous vous tuer. Maintenant, lui, il est en danger, il peut mourir, Yehuda. Il y a une armée entière. C'est la puissance numéro 1 mondiale à tous les niveaux. T'as Ménaché qui est à côté. Il a une force aussi surpuissante. C'est impressionnant. Il sait qu'il peut y laisser la peau. Mais il dit quoi? Il y a mon frère. Je me suis porté quoi? Garant. Anochi et Revenu, Miyadi Tevakshenu. Il a dit à son père, moi je me porte bien. C'est de moi que tu le demanderas, c'est ma main qui va être responsable. Et si je ne le ramène pas avec Hatatilecha, Kol Ayamim, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Gamba Olamazé, Vegamba Olamaba. Il a pris un engagement où il se met en idouille, en quarantaine, en exil perpétuel dans ce monde-ci et après la mort, s'il ne tient pas sa parole. Mais qui a le droit d'engagement comme ça? Les gens te disent, frérot, ça va? Baruch Hashem et toi. Dis-moi, je peux te demander un service? Ah, déjà? Oui, attends, c'est moi, j'ai une mauvaise wifi, qu'est-ce qui passe? Oui, vas-y, répète. Un service? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Dis, voilà, j'ai un déménagement. Ah, Mazal Tov. Oui, alors? Écoute, est-ce que tu pourrais m'aider? Allô, bon, tac. On a raccroché. Tunnel, exactement. Makara. Tu viens ce soir, il y a un cours de Torah à la maison, je veux venir, ça va être sympa. C'est à quelle heure? 20h30. Ah, écoute, je suis fatigué, je suis désolé ma chérie, j'aurais voulu, mais si tu dis oui, je peux compter sur toi? Oui, Blineder. Bezrat Hashem, si Dieu veut. Surtout que je me mouille pas trop. On t'a dit de venir t'asseoir manger des sushis, c'est compliqué ça. On vous a dit de venir manger des pizzas, c'est compliqué. Non, mais tu comprends, je peux pas m'engager, je sais pas ce qui peut se passer, L'autre il dira, papa, t'as pas compris. Je te ramène pas le petit. Je crève ici et là-haut. C'est bon, c'est clair? Jacob, il dit, tu vois une personne comme ça, ça c'est un Melech. Ça c'est un roi. Ça c'est quelqu'un qui est capable de prendre ma mâche à bout de bras l'avenir du Ham Israël. Il dit un type comme ça, c'est lui qui doit être choisi en tant que roi. Maintenant ma question est, mais comment Jacob il a réussi ça? Parce que bravo Yehuda, mais comment il a réussi ça?
Bon, alors comme ça fait déjà un petit moment, je vais essayer de pas trop m'allonger, parce qu'après sur YouTube, les gens vont voir 1h25 de cours, et vont pas vouloir cliquer pour écouter, c'est dommage. Ok. J'essaie de garder ça en tête en général, même si et encore on peut parler pendant 1 heure, mais je suis obligé de penser un peu aux gens. C'est les gens aujourd'hui, c'est génération rapide. Hein. Short, c'est 1 minute, 1 minute 30, c'est déjà truc, 2 minutes, ils ne regardent même pas. T'imagines 1h25, tu vas enterrer le cours. Ok. Donc, comment c'est possible un truc comme ça? Bon, je vais pas tout dire parce que bon, de toute façon, on a dit l'essentiel. Mais la réponse, elle est le tour de force Yaakov qu'il a réussi en réalité. Pourquoi? Parce qu'Yaakov a compris une chose dans l'éducation. Ce que je vous ai dit au début. J'ai 12 enfants. Bon, lui, pour le coup, c'était pas la même mère. Mais j'ai 12 enfants avec qui ils ont grandi dans la même ambiance. La Torah, les mitzvot, les mêmes discours. C'est magnifique. J'ai 12 prototypes totalement différents. Un, il est made in China. L'autre, il a été fait en Turquie. L'autre, il a été fait en Pologne. L'autre, il a été fait en France. Lui, il est devant en France. Et ils sont tous nés au même endroit. Ils sont tous nés chez Lavanne. De quoi tu parles? Non, t'as pas compris. C'est 12 parties différentes de Dieu. 12 avenirs différents. 12 approches différentes à avoir. 12 neshamot différentes. Et je ne peux pas me permettre de ne pas donner l'éducation adaptée à chacun selon ce qu'il a besoin d'entendre, de faire, de voir faire. Des fois, il y a des enfants, vous savez, vous leur faites un bisou. Ah, papa, lâche-moi. Oui ou non? Maman, lâche-moi, tu m'étouffes. Arrête, il y a mes copines, pas ici, tu me fais honte. Il y a des enfants, ils te réclament le câlin. Ils te réclament le bisou. Ils veulent. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que papa, on est différents. On est différents. Alors, excusez-moi les parents, hein, mais des fois j'entends des trucs. Voilà, je dis, c'est pas possible. Ils font exprès. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Maman, j'ai pas eu mon bisou. Réponse, bah ton frère aussi, j'en ai pas fait. Attends, j'ai loupé un épisode là. Qu'est-ce qui se passe? T'as compris? Il a pas à te dire pourquoi t'as pas fait un bisou au grand. T'as dit pourquoi tu fais pas un bisou à moi? Et toi réponse, bah je l'ai pas fait à l'autre. Mais j'en ai à foutre que tu donnes pas à l'autre. Moi, je te parle de mes besoins. Et vous avez encore la chance que vous êtes à un âge où les enfants ils expriment qu'ils ont besoin d'amour. Alors je vous annonce un truc qui va pas vous faire plaisir, mais jouer les machos ou les femmes trop occupées, à ne pas jouer le côté paternel ou maternel comme il faut au bon moment, et ils grandissent comme ça, ils vont chercher de l'amour, mais autre part à un moment donné. Et en général, ça va pas bien se passer. Je parle même pas des cas de fous où il y a des jeunes filles qui se font prendre par des Arabes dans les pays, machin, peu voir. Là, on fait miroiter de la gentillesse, de l'argent, de l'amour, t'es une princesse, t'es ci, t'es ça. Ce qu'ils leur font après. Des fois, après, simplement, ça peut être pire, mais plus étouffé. Tu vas voir une fille, son père, il lui a pas donné assez d'amour, assez d'attention. Il n'a pas assez aimé, il ne lui a pas montré à quel point il aimait, à quel point il était important dans sa vie. Elle va chercher en son mari un père. Alors là, je peux vous dire, Beat Sacha Shalom Bayit. Je m'en occuperai pas de ce cas-là. Je m'en occuperai pas. Un jour, il a dit Rav Benjetri, Rav Benjetri, c'est une référence pour moi, j'écoute plein de cours à lui. Il a dit, il y a déjà, je sais pas, le cours de remonter, ça fait déjà 30-40 ans qu'il fait des conférences, ce gars. Il a dit, il y a au moins 10 ans ou 20 ans, ouais, on va dire 10 ans, je vais être sympa, il a dit, mais bon courage pour les rabbinim du Shalom Bayit dans 20 ans. Il dit, déjà moi, je galère, c'est des fous. Que c'est Rav Benjetri quand il dit des fous. Et c'est des fous. Il dit, c'est des barges. Il dit, mais dans 20 ans, avec les réseaux sociaux, avec tout à quoi ils sont exposés, et les mœurs qui partent en sucette de plus en plus, elle dit, mais bonne chance les rabbinim de la prochaine génération. Ok? Pas évident. Mais alors, et là je vous cite quelqu'un d'autre, le Rav Cohen de Polek, que vous connaissez sûrement, le Rav Yitzhak Cohen, un Rav, une personne extraordinaire, et également un conférencier extraordinaire. Une fois j'ai assisté à un cours à lui, il a dit, je vous en supplie les parents, je vous en supplie. Vous voulez pas vous occuper de vos enfants? Et je parle pas d'éducation maintenant, mange, dors, va, truc, machin. Vous voulez pas vraiment les construire pour la vie? Vous voulez pas prendre un peu de temps? C'est comme ce gosse qui demande à son père, il dit, papa, combien tu es payé de l'heure au travail? Mais ça ne regarde pas ça. On parle pas d'argent. Non, papa, vraiment, j'ai une vraie raison. Je t'en prie, dis-moi un truc, machin, là, quoi? Bon, ok, je suis payé 100 shekels de l'heure. Et bien payé le mec, hein. Normalement, ici en Israël, c'est 34 shekels, je crois. 32, 32, 33. Bon, j'étais pas loin, ne m'en voulez pas, 32 shekels, excusez-moi. Il lui dit, papa, tu peux me prêter 100 shekels? Il dit, tu vas faire avec 100 shekels, toi, tu as 8 ans. Non, mais papa, je te promets, tout. Bon. Et il n'est pas convaincu, il sort 100 shekels, il lui donne. Le petit prend les 100 shekels, il dit, tiens, papa, tu peux passer 1 heure avec moi, s'il te plaît? Bam! Il a démonté. C'est en vrai, hein.
L'autre, il a compris qu'il habite complètement à côté. Tu peux gagner de l'oseille. Dire à tes enfants, tu sais, avant de travailler, le père, il fait comme ça, comme le décompte des œufs. Tu sais, il vient, il fait un bisou sur les fronts de chacun, il s'en va. Papa, maman, tu me racontes une histoire? Non, chérie, je suis fatigué. Papa, tu me racontes une histoire? Non, je suis fatigué. Le petit, il est comme ça. Tu le vois, les scènes, hein, des fois. Le gosse, il est comme ça, il rentre dans sa convention. Et comme ça dure pas. Si c'est une fois, évidemment, ça va. Oh, on n'est pas des soldats. Des fois, tu peux, des fois, tu peux pas. Mais quand c'est répétitif, c'est récurrent. Et le gosse, il sent que le soir, on ne calcule pas. Je ne parle même pas des moments clés où on dit que les enfants, ils ont besoin de repères calmes et entourés avant de dormir, quand ils se lèvent le matin, quand ils partent de la maison pour aller à l'école, quand ils reviennent de l'école. C'est les moments les plus critiques, ça. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir à ce moment-là? C'est la journée, elle se passe en fonction de ça. Le mec, je vous invite, hein. Je vous invite à vous documenter, à écouter des documentaires, des pédagogues, psychologues, rabbinim. Mais ils vous expliquent la vie. Et c'est impressionnant. Tu dis, là, tu vois, tu dis, beau. Alors, l'avantage, c'est quand tu es jeune, tu peux encore bien faire. Quand les enfants sont déjà partis de la maison, tu te dis, ah là là, un peu trop tard. Réponse, non. Une bonne nouvelle, tu peux encore rattraper aujourd'hui. Tu peux changer, hein, je vous annonce un scoop, on a le droit de changer. On a le droit de changer. Ça vous fait peur? Faut pas. Parce que si vous changez, vous allez avoir des fruits. Par contre, si vous ne changez pas, vous allez avoir des fruits. Ils ne vont pas être très comestibles. La table de Shabbat, elle ne risque pas d'être très pleine. Quand vous allez avoir besoin d'aide, on ne va pas forcément être disponible, etc. etc. Donc Yaakov, c'est qui? La force, c'est lui, l'éducation. Il a compris un jour, il y a une femme qui est partie chez le Rabbi Lubavitch. Elle dit, Rav, je ne comprends pas, et elle pleure. J'ai eu 8 enfants. 8 enfants. Je les aime tous. Mais dans la famille, j'ai 7 perles et un qui est complètement sorti du Derech HaTorah. Complètement sorti. Et pourtant, je ne comprends pas, je leur ai donné à chacun la même éducation. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le Rabbi, il la regarde et tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? T'as fait quoi? Oui, je vous ai dit, je les ai éduqués chacun de la même manière, vous avez bien entendu. Shimon Osder, ma chépire Medaber, que tes oreilles entendent ce que ta bouche dit. Les enfants, on ne fait pas un copier-coller sur un ordinateur. Tac, 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 marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Non, il y en a un, il faut être dur, l'autre, il faut être gentil, l'autre, il faut être patient, l'autre, il faut être un peu plus rigide, l'autre, si, l'autre, ça va vous promettre des cadeaux, l'autre, il faut l'encourager, l'autre, il faut lui faire des compliments, l'autre, pas trop, il va prendre la grosse tête. Il faut s'adapter. C'est comme ça que ça marche. Vous avez compris? Et c'est ce que Yaakov, lui, il a compris. Alors, Bezrat Hashem, les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Et en résumé, Yaakov, qu'est-ce qu'il nous donne finalement? Il nous apprend une chose extraordinaire. Contrôle de soi, patience, éducation adaptée à chacun, mais surtout, quand il dit à Shimon et Lévi, il leur dit, quel est Hamas mecherotehem? Il a dit, vous êtes très coléreux, c'est pas bon la colère, ça va vous faire des problèmes dans la vie. Mais écoutez bien ce que je vous dis, Yaakov, il ne parle pas de leurs défauts. Il parle des défauts de leur colère. Vous comprenez la différence? Il fait la différence entre eux et leurs défauts. Il dit, toi, tu es un bon garçon. Toi, tu es une bonne fille. Tu as des bonnes midotes, tu es quelqu'un super. Mais fais attention à tel point. Le gosse, tu ne l'as pas mis dans une case. Tu peux l'encourager, tu peux construire. Il y a raison que tu sois capable de faire ça. Et les Hashem, on aura des enfants autour de nos tables de Shabbat, dans nos vies autour de nous, avec du nachat. Amen, Kenny Ratzot. אם לא נשכח תמיד להיות